en fait une très vive impression de ce livre lorsque j'ai été demandé d'écrire la préface. J'ai bien aimé les annotations. Il y a des annotations qui, qui ont été vraiment nourries longtemps et on a pu sentir l'émotion de Jacques Dourne lorsqu'il a écrit ces annotations. Quand j'ai lu ce livre, j'ai vu des photos sur les tours Cham vers la troisième partie alors, de ce livre avec des annotations très intéressantes. Tout à l'heure, Monsieur Hardy va s'attarder sur les liens entre les Cham, les liens entre les Cham et d'autres minorités ethniques. Je peux vous dire que les Churu et les Raklai sont les deux ethnies en étroite collaboration, en étroite lien. Il y a des Cham qui ont quitté la partie littorale pour s'établir dans les hauts plateaux et qui sont devenus par la suite des Churu et des Raklai. On peut dire que il y a des Cham. Alors si les Cham des Churu et des Raklai qui se parlent, ils peuvent se comprendre. Monsieur Van Non, c'est un chercheur de l'ethnie Cham. Alors, il peut tenir une conversation libre sans aucune difficulté avec le Churu. Merci beaucoup. Je viens de vous livrer quelques-unes de mes réflexions préliminaires. Je peux vous dire que j'ai traduit, en fait, au total, 5 livres de Dourne. En fait, le premier livre, ça s'appelle les ethnies dans les hauts plateaux du centre. C'était une étude qui a été publiée sur la revue France-Asie dans les années 50. Donc c'était un livre qui portait sur les aspects culturels, historiques des hauts plateaux. Lorsque ce livre a été imprimé, l'éditeur a voulu choisir un titre captivant, qui s'appelle Une terre mystérieuse. Donc c'est le premier livre de Dourne qui a fait sa parution dans les années 50. Alors le deuxième livre, c'est le livre qui s'appelle La folie, la forêt et les femmes. C'est vraiment un livre qui est très intéressant. Sur le plan théorique, ce n'est pas un livre qui est très important, mais j'ai bien aimé son art d'écriture parce qu'il a écrit comme si c'était une œuvre littéraire. Voir, par exemple, des enfants, des femmes à seins nus, ce sont vraiment des gens qui ont une beauté éclatante avec l'intelligence du cœur. Donc Jacques Dourne a pu immortaliser ces clichés qui nous font voir en effet des personnes qui sont tellement belles physiquement et on ne peut plus trouver de telles personnes physiquement comme maintenant. Maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pendant tant longtemps? On a voulu faire beaucoup de belles choses avec les gens des hauts plateaux du centre, mais on a l'impression que les gens de Thanh Nguyen n'ont plus une beauté physique dans le temps et ils sont devenus plus passifs dans leur lien avec la nature. Je peux vous raconter ceci. J'aimerais bien vous dire que je suis à la fois triste. Je me suis posé la question pourquoi les gens de Thanh Nguyen ne sont plus beaux comme ils l'étaient autrefois. Donc la relation entre Jorai et Cham que je vous présente maintenant, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Dans le livre sur la théorie du pouvoir des Indo-Chinois, Jorai, de Jacques Dourne, est traduit par Monsieur Ngap il y a quelques années. Donc Monsieur Dourne
a beaucoup décrit la relation entre le Jarai et Cham, et il a voulu souligner qu'ils appartiennent à une même ethnie. La seule différence, c'est qu'un groupe le premier groupe est influencé plutôt par l'hindouisme et qui vit plutôt dans les zones littorales, et le second groupe vit dans les hauts plateaux et est moins influencé par l'hindouisme. Je comprends qu'ici, qu'ils n'arrivaient pas à montrer cette relation, faute de documents et de fondements scientifiques. En 1970, dans l'article Recherche sur le Haut-Champa, il a présenté ses réflexions sur la méthodologie de recherche qui se base sur l'archéologie, les inscriptions et l'anthropologue pour pouvoir démontrer cette relation, mais il regrettait également parce que à cause de la guerre et au manque de fondements scientifiques, il n'a pas pu montrer cette question. Et après cet article, il a été expatrié en France et il n'a pas pu retourner au Vietnam depuis. Là, pendant ces années, en France, il n'a pas pu accéder aux ouvrages, aux documents pour pouvoir montrer son point de vue. Donc, comment faire? Donc, enfin, il a trouvé une solution, créé un album, et il a réalisé cet album. Il a considéré la rédaction de cet album comme un moyen pour montrer son point de vue sur la relation entre Cham et Jarai, un point de vue qu'il voudrait montrer mais qui n'a pas encore de fondement scientifique. Je pense que dans cet album, il a pu montrer d'une manière indirecte cette relation. Pour moi, personnellement, je ne m'intéresse pas beaucoup à cette relation entre Cham et Jarai. Je pense que cela appartient au secteur des ethnologues plutôt. Le roi Sri Gerja est aussi le roi des éléphants et il est également le grand roi des zones montagnardes. La relation entre le roi Champa et ce grand roi est décrite dans une phrase très importante. Sous l'angle politique, le roi Champa met ses pieds sur le grand roi des zones montagnardes. Donc, mettre les pieds sur voudrait dire la relation de vassalité selon l'organisation politique féodale. Pour pouvoir renforcer cette relation de vassalité, le roi Champa a fait construire un temple et un statut de Dieu. Il a envoyé ici des forces, des personnes, des biens au service des activités de ce temple. Il a également construit pour cette zone des ouvrages d'infrastructure tels que les routes ou bien des ouvrages hydrauliques. Toujours selon ces inscriptions, le roi a fait creuser un puits et l'a appelé puits du roi. Donc vous pouvez voir qu'il s'agit plutôt, cela ressemble à un projet ou un programme de modernisation rurale. Le traducteur de ces inscriptions ont affirmé que ces investissements et les cultes organisés par les deux rois ont toujours un objectif, c'est de vouloir que le soutien du dieu Kiritesvara s'étend jusqu'au pays, qu'au territoire qui se trouve dans les forêts du roi Cham. Donc,
nous devons comprendre cette réalité sous l'aspect politique. C'est la relation entre un petit roi de la haute région de Yonpa et le roi du royaume de Cham dans les régions littorales. Donc, il s'agit là d'une relation de vassalité. Je ne sais pas si Jordourne est d'accord avec moi, est d'accord avec ce que je viens de vous présenter. Je pense que pas absolument. J'imagine que peut-être il va se baser sur les mesures ethnologiques et me dit que Cham et Jarai sont toujours les frères. Je suis d'accord avec lui, mais je pense que la relation de frères a été considérée toujours comme un modèle politique. N'est-ce que pas? Merci. Donc, il a utilisé des métaphores, il a un style de parler pour nous parler des origines des Jograi, pour nous parler de l'aspect économique et culturel des Jograi. Alors, c'est un livre qui s'appelle « L'anthropologue aux pieds nus ». Donc, c'est un livre qui a fait aussi sa parution au Vietnam au cours de ces dernières années. Alors, nous avons travaillé étroitement avec l'FAO. Le livre, alors, Pays Jograi, une collection de photos, c'est un fruit aussi de collaboration entre nous et l'FAO. Avec le soutien financier de l'FAO, on a pu avoir entre nos mains cet album de photos. A pu se rendre au musée de M. Dourne. Il a pu sélectionner une centaine de photos de bonne qualité de Dourne qui ont été prises dans les années 50 et 60 du siècle dernier. Et en bas de chaque photo, il y a des annotations écrites de sa main propre. M. Hardy m'a raconté une fois qu'à l'approche de Noël, alors M. Hardy, il vivait à Londres. Alors, il a découvert ces photos. Au début, il pensait que c'était des notes comme les autres. Il a fait une compilation de ces photos et il était sur le point de partir pour Noël à Londres, qui était très important. Et lorsqu'il a pu revoir ces notes, ce n'étaient pas des annotations comme les autres. Et quand j'ai traduit ces annotations, j'ai trouvé qu'il y a des annotations qui sont incomplètes. Et vraiment, ces annotations, ce sont vraiment des paroles d'une histoire. Donc, cette collection de photos a été faite sur la base d'une histoire. Et l'auteur a voulu nous montrer les liens entre Jarai et Cham. Donc, on a fini la traduction et la publication de Petao. Il y a un autre livre qui est très important, qui concerne les coordonnées. C'est Dourne qui nous donne des coordonnées pour la découverte et l'analyse de la société des Jograi. Concernant les liens entre Champa et Jograi, M. Hardy, c'est un chercheur pointu. Il a pu accéder à des anciens documents et notamment il a pu également accéder à des inscriptions sur stèles et ceci nous interpelle davantage sur les liens entre ces deux minorités ethniques. J'aimerais bien vous donner la parole. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions. Bonjour, l'écrivain Ngap. Bonjour à vous trois. Portant sur les liens entre les Jarai et les Cham. Monsieur Ngap,
a mis le poing, a mis son doigt sur en fait que les Jaraï, ce sont les gens qui ont refusé d'être hindouanisés et d'être indianisés. Est-ce qu'il y a une autre hypothèse selon laquelle ce sont les gens qui ont fui les vagues de conquête du roi Li Thengtong? Pourquoi ils se sont installés dans les hauts plateaux? Donc, les hauts plateaux sont des montagnes qui sont avec beaucoup de pentes. Donc, si les Jaraï sont les Champa qui s'installent au plateau, quelle route ils peuvent emprunter? Donc, je pense qu'il peut s'agir d'une route qui part de Pleiku jusqu'à Chiaoreo, Kalui, Pala et jusqu'à Tuiwa. Donc c'est là une route très importante qu'ils ont empruntée pour accéder au plateau. Ils se sont installés dans les hauts plateaux. Selon moi, comme vous le savez tous, les minorités ethniques au Vietnam, durant l'histoire, les minorités au nord sont influencées par la culture chinoise et dans le sud, donc les minorités ethniques sont influencées par la culture, par hindouisme. Donc les Jaraï qui voudraient accéder dans les hauts plateaux, des Champa qui voudraient aller au plateau, sont des Jaraï. Donc du refus par des Cham de l'hindouisme, je n'ose pas vous contredire. Mais le refus de l'hindouisme, ça veut dire certaines communautés payer des impôts aux autorités pour construire les tours Cham. Donc l'émigration pour les raisons de ne pas payer des impôts existe. Ça peut être d'autres raisons. Comme vous avez dit, c'est pour eux, les immigrations résultent du fur des conquêtes et de la guerre. Les gens s'installent dans les hauts plateaux, c'est peut-être parce qu'ils voudraient chercher un autre lieu pour vivre. L'autoroute 23 constitue une très bonne route vers les hauts plateaux. Donc c'est la recherche de terre, tout simplement. Retournons à Jacques Dourne, à la question posée par moi-même et par les historiens. Donc c'est le manque de documents. Est-ce qu'il existe un refus par cette communauté de l'hindouisme? On ne peut pas l'affirmer parce qu'on n'a pas encore de base, de fondement suffisamment solide pour le démontrer. Donc c'est plutôt un général de Chebonga qui a pris le pouvoir pour devenir le roi de Cham. Donc les fils de Chebonga ont dû quitter leur territoire parce que leur père, le roi, a été mort et le général a pris le pouvoir. Les habitants restent, bien sûr, tandis que les mandarins ont fui le territoire. Nous avons fait des recherches et les Cham sont restés, même après la conquête des Vietnamiens. Ils ont cohabité avec des Vietnamiens à Quảng Nam. Lorsqu'on veut menacer un enfant désobéissant, lorsque l'enfant ne veut pas manger,
on va dire qu'il y a un sorcier qui va mettre l'enfant dans un sac. Et ce sorcier s'appelle le Babi en vietnamien. À l'époque de Lê Thánh Tông, et bien après, il y a des vagues d'immigration vietnamienne vers les provinces de Quảng Nam. Le roi a érigé une province qui s'appelle Thừa Tuyên, qui va du col des Nuages jusqu'à Bình Định. Je voudrais juste vous dire que pour compléter les réponses, les personnes qui vivent à Đồ Sơn sont les personnes d'origine Thanh Hóa. Donc, il y a personnes qui immigrent vers Đồ Sơn par la voie maritime ou par la route. Par les routes. Dans l'histoire, les immigrations vers le sud, par les routes, c'est très difficile. Et c'est la raison pour laquelle les royaumes, lorsqu'ils mènent des guerres, ils établissent, c'est toujours un village, et au fur et à mesure, ils peuvent envahir toutes les terres vers le sud. Vous avez parlé tout à l'heure de la stèle numéro 43 et ces stèles suffisaient-elles pour démontrer en effet les origines des Jarai? Voilà, c'est ça ma question. Le point de vue d'un historien, c'est de douter. On ne peut pas affirmer. Lorsque vous avez une affirmation, il faut avoir une documentation et dans quelle mesure. Est-ce qu'une stèle est suffisante pour démontrer quelque chose? C'est une bonne question. Il y a quelqu'un après moi qui pourrait faire une démonstration. Monsieur Dourne n'a pas pu faire ce travail, moi non plus. Étudier l'histoire des Cham. C'est un travail de longue haleine parce que moi-même et nous-mêmes, nous avons étudié beaucoup de stèles. Donc, il y a maintenant environ 200 stèles sur lesquelles il y a des inscriptions et toutes les stèles n'ont pas été traduites. Dans l'histoire, en fait, des temples encore, une stèle, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais dans l'histoire du royaume de Champa, une stèle sur 200 existantes, ça pourrait dire il est remonté sur les hauts plateaux et pour la deuxième fois, il a fait ériger une autre stèle plus longue et plus grande. Donc, le fameux roi s'est rendu 2 fois sur les hauts plateaux et il a marché sur le pied du roi des montagnards tout à l'heure comme référence. Troisième moment, il y a une autre stèle qui date du XIIe siècle. Dans cette stèle, on n'a pas beaucoup abordé le nom du pays des Jarai, mais le pays des Jarai a été mentionné dans cette stèle. Donc, surtout dans ce nom, c'est Madhyarana. C'est le nom du pays, de la localité. C'est le nom du principauté de Champa. Et ce nom a été gravé sur ces 2 stèles.